Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on sort encore une fois des items classiques des collèges. On va faire un petit point sur une structure anatomique, la cochlée. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. C'est quand même une belle structure du corps humain, j'ai envie de dire. Donc, j'avais envie de mettre ça un peu en valeur et qu'on se fasse un point pour être au clair là-dessus. Donc vous verrez, je pense que l'épisode il est quand même très clair niveau compréhension. Je pense que si vous avez quelques notions sur la cochlée déjà de base, vous allez très vite comprendre et faire les parallèles. Mais je vous laisse profiter de l'histoire, c'est parti. Les oiseaux se mirent à chanter, le soleil se levait. Trizy ouvrit les yeux et se leva. Sa chambre se trouvait à l'étage et elle descendit les marches. En bas, personne. Elle était la première réveillée. Elle mit ses chaussures et sortit dehors. Un air frais vint bousculer sa chevelure. Elle ferma les yeux, leva la tête et profita des rayons du soleil illuminant son visage. Lorsqu'elle les ouvrit, elle regarda son environnement. Elle se rendit notamment compte d'un son, un doux bruit de vagues derrière la maison. Elle se rappela que le lac sans fond se situait juste derrière la maison. Elle fit alors le tour de l'habitation. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion de voir ce lac en mouvement, étant donné qu'il était coupé lorsqu'ils étaient arrivés. Elle regarda alors ce tourbillon sans fond, devant elle. Il était particulier car il semblait y avoir deux tourbillons, en sens contraire, qui s'alternaient par les différentes boucles de spirale. Entre chaque courant se trouvait une zone calme, sans mouvement. Ce lac était réellement unique, particulier. Elle prit un petit caillou plat de forme ovale à ses pieds et le lança en tentant de le faire ricocher jusqu'au tourbillon qui se trouvait à une vingtaine de mètres d'elle. Elle réussit à l'atteindre. Lorsqu'il entra dans le courant, un bruit aigu se fit entendre, puis très rapidement, avant même d'avoir complété la première boucle, le caillou avait coulé. Elle prit alors une branche, plus grande, plus lourde, et la lança de toutes ses forces pour tenter d'atteindre le tourbillon. Cette fois-ci, c'était un bruit grave qui sortit du lac et le bâton fit plusieurs boucles avant de couler. Trizy était à la fois surprise et amusée. Elle recommença avec les éléments qu'elle trouvait près d'elle de tailles différentes. Elle sentit une présence se rapprocher derrière elle et se retourna vivement. Il s'agissait d'Arlette qui venait de se lever. Elle lui expliqua le fonctionnement du lac. Chaque objet a une fréquence dépendant de son poids. Plus la fréquence est basse, donc plus l'objet est lourd, et plus il sera emmené loin dans le tourbillon. A l'inverse, si l'objet est léger, la fréquence sera élevée et il n'ira pas très loin dans la spirale. Ce lac est le portail pour atteindre le royaume de Gaïa. On peut y accéder en bateau. La difficulté est de trouver le poids parfait pour atteindre le centre et donc le portail et ne pas couler dans le lac. Trizy, ayant rapidement compris l'enjeu, demanda: Vous connaissez le poids qu'il faut? C'est impossible de sortir si on coule. Arlette répondit: Nous avons une idée, mais ça va être compliqué. Nous avions un charpentier qui connaissait parfaitement le lac et était capable de construire des embarcations parfaitement calibrées. Mais il y a quelques semaines, des parares sont venus et l'ont enlevé avec eux vers Gaïa. Nous allons devoir nous débrouiller sans lui. Et on ne sait pas ce qui se passe si on coule, personne n'est jamais revenu pour nous le dire. Un frisson parcourut le corps de Trizy, mais elle savait qu'elle et son groupe allaient devoir essayer de passer, quoi qu'ils puissent risquer. Voilà, on est déjà à la fin de l'histoire. Je pense que vous avez capté un peu les parallèles que j'ai essayé de faire. On va revoir un peu tout ça. On va déjà faire un petit point anatomique. Mais on est parti. La cochlée déjà, c'est un organe essentiel du système auditif. Je le rappelle au cas où quand même. C'est un composant de ce qu'on va appeler l'oreille interne. Et ça permet notamment de percevoir le son, donc de transformer l'onde sonore en un flux nerveux. Donc au niveau anatomique, c'est une structure qui a une forme de spirale d'environ 10 mm de large. Et étant donné que c'est un tuyau en spirale, si jamais on voulait le dérouler, ça ferait environ 35 mm. C'est lié à l'oreille moyenne par la fenêtre ovale, qui va recevoir l'information sonore par le biais de l'étrier de l'oreille moyenne. Et il y a aussi la fenêtre ronde qu'on retrouve. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien entre oreille moyenne et cochlée qui se fait par la fenêtre ovale. Vous aurez remarqué que dans l'histoire, le caillou que Trizy prend, il est de forme ovale. Bref, dans la cochlée en elle-même, on va retrouver trois compartiments. Déjà, il y a la rampe vestibulaire. C'est ce compartiment qui est en contact du coup avec la fenêtre ovale. Ensuite, il y a la rampe tympanique, celle qui est en contact avec la fenêtre ronde. Et enfin, le canal cochléaire qui est la zone centrale en quelque sorte. Cette structure de double rampe
Du coup, on la retrouve dans la forme du tourbillon en lui-même dans l'histoire. Ensuite, on va retrouver aussi une membrane entre les rampes et le canal cochléaire. Donc, entre la rampe vestibulaire et le canal cochléaire, on va trouver ce qu'on appelle la membrane de Reissner. Et entre la rampe tympanique et le canal cochléaire, c'est la membrane basilaire, celle qui va être vraiment importante. En soi, les deux rampes, elles sont pas vraiment séparées. Si jamais on rentre dans la cochlée par la fenêtre ovale, là vraiment, je vous invite à imaginer vraiment être en immersion. Vous êtes devant la fenêtre ovale et vous entrez dans la cochlée. On arrive dans la rampe vestibulaire. On va suivre le compartiment comme si c'était un couloir dans toute la spirale. Et au bout, tout au bout, une fois qu'on a fait les plusieurs tours de spirale, on va avoir une jonction qui permet de passer directement dans la rampe tympanique, sans avoir à passer par le canal cochléaire. Vraiment, il y a une jonction entre les deux. Puis ensuite, on continue le couloir. Du coup, ça nous fait faire la spirale dans l'autre sens du compartiment pour arriver jusqu'à la fenêtre ronde. En fait, c'est toute une continuité. Et tous ces compartiments, en réalité, ils sont remplis de liquide. Les deux rampes qui sont en liaison sont remplies de ce qu'on appelle la périlymphe. Et le canal cochléaire, lui, il est rempli d'endolymphe. Et ça se comprend parce que anatomiquement, le canal cochléaire, il est entre les deux rampes, vraiment à l'intérieur, donc c'est l'endolymphe. Bon, déjà avec tout ça, anatomiquement, on voit un peu à quoi ça ressemble la cochlée. Maintenant, faut qu'on voit un peu comment ça fonctionne un peu plus en détail. Déjà, lorsqu'un son il est perçu, on a toute la chaîne de transmission de l'oreille moyenne avec la vibration des osselets et en dernier lieu l'étrier. L'étrier est en contact avec la fenêtre ovale et ça va la faire vibrer. L'onde de vibration va se propager dans les rampes par la périlymphe. Vu que c'est un liquide, l'onde se propage facilement dans le liquide, dans la périlymphe et donc dans la rampe. Ce qui est important, c'est que quelle que soit sa position dans les rampes, l'onde de vibration va garder la même fréquence. La fréquence de l'onde, elle ne change pas. Donc ensuite, si on continue, on a l'intervention de la membrane basilaire qui est située entre le canal cochléaire et la rampe tympanique. C'est une membrane qui n'est pas uniforme. À sa base, elle est plutôt étroite et rigide, à la base de la cochlée, alors qu'à l'apex, elle est plutôt large et flexible. Ce qui fait que les vibrations sonores vont se propager différemment selon leur fréquence. Typiquement, un son grave avec une fréquence basse va se propager plus loin dans la cochlée qu'un son aigu avec une fréquence élevée. Et ça, ce système, ça nous donne une propriété qu'on appelle la tonotopie. C'est la représentation topographique des fréquences. Imaginons, on déplie la cochlée, c'est comme un piano en fait. Selon l'endroit où va l'onde, ça va donner un son d'une fréquence différente. Sauf que ça va être un peu l'inverse d'un piano. Un piano, les sons à gauche, si on considère que c'est le début de la cochlée, vont être graves. Dans la réalité, dans la cochlée, ce qui est au début, c'est aigu et ce qui va plus loin, c'est grave. Donc c'est un peu un piano inversé, si vous voulez. Bref, je veux pas vous perdre. Et du coup, là, ce système de vibration dont je viens de parler, on retrouve dans l'histoire avec Trizy qui lance d'abord un caillou qui qui va pas aller loin parce qu'il est léger, donc il a une fréquence élevée. Et à l'inverse, la branche qui est plus lourde que le caillou, elle a une fréquence plus basse, donc elle va aller plus loin dans le tourbillon. Bref, je pense que ça vous l'avez compris. Bon, je préférais le réexpliquer. On reprend. Donc maintenant, on a une onde qui se déplace dans la cochlée plus ou moins loin selon sa fréquence. Là, on en est là en termes de de la physiologie. Mais comment ensuite le système il fait pour envoyer l'information au cerveau? Pour ça, on a ce qu'on appelle l'organe de Corti. Ça, c'est un petit organe qui est situé sur la membrane basilaire. Il est notamment composé de cellules ciliées et d'une membrane qu'on appelle la membrane tectoriale. Concrètement, on a des cellules de l'organe qui sont directement liées à la membrane basilaire, qui vont subir les vibrations que la membrane basilaire subit également, donc par les vibrations sonores, puis d'autres cellules qui appartiennent aussi à l'organe de Corti, qui elles sont ciliées, sont situées dans le canal cochléaire au niveau de l'endolymphe. Et donc, quand on a ce son qui va faire vibrer la périlymphe, induire un mouvement de la membrane basilaire. Si la membrane basilaire bouge, l'organe de Corti bouge aussi, ce qui fait que les cellules ciliées présentes dans l'endolymphe bougent aussi.
Les cils, eux, sont en contact avec la membrane tectoriale et vont se frotter à cette membrane, ce qui va ouvrir les canaux ioniques potassiques et va y avoir une entrée de potassium dans la cellule. L'entrée de potassium va dépolariser la cellule, ce qui va permettre la libération de neurotransmetteurs à la base de la cellule en lien direct avec le nerf 8, le nerf auditif, et donc on a un influx nerveux qui part. C'est très mécanique comme système. C'est les vibrations sonores qui vont faire vibrer, déplacer l'organe de Corti, et donc les cellules ciliées vont pouvoir s'ouvrir, ouvrir leurs pores entre guillemets, ce qui permet de faire un déplacement potassique. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Peut-être que j'ai été un peu vite, n'hésitez pas à réécouter si jamais ça n'a pas été... J'espère que j'ai quand même été assez clair. Et donc si on revient sur nos ondes qui se propagent plus ou moins loin selon la fréquence, si on est sur un son grave qui se propage plus, il va activer des organes de Corti qui sont beaucoup plus loin dans la cochlée, ce qui va donner un influx nerveux indiquant un son grave pour l'interprétation du cerveau. Je vais juste aller un tout petit peu plus loin sur les cellules ciliées, pardon. On a deux types de cellules ciliées. Il y a les cellules internes, ciliées internes qui ont un rôle de perception, mais il y a aussi les cellules ciliées externes qui, elles, ont une structure légèrement différente et qui n'ont pas le rôle de perception. Elles, leur but, c'est d'amplifier le signal en amplifiant les mouvements vibratoires. En fait, on a vraiment deux systèmes. L'organe de Corti, c'est un système vraiment assez poussé. Je pense qu'on pourrait vraiment dire beaucoup de choses, mais je suis pas expert dans le domaine, donc je fais avec mes connaissances et ce que je peux trouver de manière très générale et très schématique. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'organe de Corti et que c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très simple parce que c'est très mécanique, mais aussi très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui se passent dedans. Donc avec tout ça, déjà on a une bonne idée de comment marche la cochlée de manière très schématique. Je vais juste terminer en rajoutant un dernier point parce que moi je trouve ça intéressant. Lorsqu'on met un implant cochléaire à un patient, donc un implant auditif, un implant cochléaire, en fait ce qu'on va faire c'est mettre un petit microphone derrière l'oreille du patient qui est relié à des électrodes qui elles sont posées dans la rampe tympanique au contact des fibres du nerf 8. Le microphone il va capter le son, transmettre le signal aux électrodes qui vont créer l'influx nerveux. Voilà, c'était juste pour le petit fonctionnement assez simple de l'implant cochléaire. Waouh, j'ai du mal. Et je pense qu'avec ça, j'ai quand même dit pas mal de choses sur la cochlée. J'espère que ça vous a un peu rafraîchi la mémoire pour ceux qui connaissaient déjà, ou peut-être que ça vous a appris des choses. Dans ce cas-là, tant mieux. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions.